Matin. Nous allons commencer cette troisième édition des États généraux du sport. Je vais d'abord vous présenter les invités. Bon, M. Zedda était là ce matin. Vous avez M. Corlan, qui est le maire de Seignos, qui nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Nous avons aussi M. Herbeil, qui est le maire adjoint d'Osgore, qui est là-bas. On vous appellera après les intervenants. Voilà. Autrement, nous avons pour vous, on a M. Patrick Girard qui est là, qui est élu au CNESF. Donc on n'a pas le COJO, on a le CNESF. Et puis autrement, vous verrez tout à l'heure Madame. Comment ça s'appelle? Madame Baroua, pardon. Qui va faire la première présentation. Qui va faire la première présentation ensuite. Ensuite, vous aurez l'UNSS avec Jean-Noël qui est là-bas, qui prépare son affaire. Fatigué? Non. Et puis ensuite, vous avez Madame Perlebouche qui est donc. Madame Barlois était championne olympique d'épée en 1996, championne par équipe, c'est ça? Mais elle a d'autres titres. C'est le plus évident, mais elle en a d'autres, les championnes du monde, je sais combien de fois. Voilà. Perle Bouge, donc elle était médaille d'argent au JO de Londres, en paralympique, en canoë. C'est ça, Perle, si je me trompe, tu dis? L'aviron, pardon. J'ai failli prendre un premier carton. Ensuite, elle a été médaille de bronze. Oui, mais je l'ai démissionné, au JO de Rio. Donc c'était toujours un aviron pareil. Et ensuite, en 2018, c'était en ski, finalement, c'était ça? Voilà. J'ai eu peur. Ouais. Donc, elle interviendra aussi après. Donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur le maire. Voilà, que nous accueillons avec plaisir. Alors, autrement, vous avez l'État, donc Monsieur Potier qui est là-bas au fond, qui est jeunesse et sport, disons que de nouveau, qui représente Monsieur Matt. Et puis, autrement, donc, le vice-président du CROSS, Christian Chartier, qui est là. Qui d'autre? Sinon, les gens du conseil départemental, donc Monsieur Bedard, Monsieur Renaud Vautier, voilà, Lorraine, qui est là, qui a été la cheville ouvrière de la candidature, avec Philippe Courtesser, qui m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi, mais qui a d'autres activités pour l'instant. Qui est, je vous dis, conseil départemental. Il y a Edwige qui remplacera Philippe Courtesser, dont je n'ai toujours pas retenu le nom, mais ça finira par venir. Donc voilà, donc je passe maintenant la parole à Monsieur le maire. Merci pour votre accueil. Je vous remercie. Monsieur le vice-président du département, Monsieur le président, mesdames, messieurs les sportifs, mesdames, messieurs, donc c'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi aux États généraux du sport landais, ici même à Seignos, au sein d'un complexe sportif récemment rénové. S'il existe des sports emblématiques à Seignos, que ce soit le surf, le golf ou encore la pelote, nous avons eu la chance, du fait de l'histoire de la commune, d'avoir des équipements sportifs très importants. Résultat de l'histoire. Il est essentiel pour une commune de soutenir le sport, car c'est un moyen de cohésion sociale. Cette rencontre aujourd'hui est quant à elle l'occasion de fédérer tous les acteurs landais autour d'un objectif commun. Il y a 2 ans, notre territoire s'était lancé dans une candidature pour accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Si l'on peut regretter le résultat et que le choix se soit porté sur un autre territoire, cette candidature a permis de créer des échanges, des partenariats fructueux sur notre territoire. Et surtout, de travailler ensemble et de fédérer des acteurs. Aujourd'hui, le label Terre de Jeux est un départ pour notre territoire. Il continuera de fédérer, de mutualiser les forces vives autour du sport. C'est d'ailleurs dans cette continuité que nous nous rassemblons aujourd'hui.
Seignos s'est aussi engagé autour de ce label pour faire la promotion du sport et de ses valeurs. Je vous souhaite aujourd'hui des échanges fructueux qui puissent participer à la dynamique nécessaire et utile à l'ensemble des acteurs. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai passé la parole à monsieur Bédard, puisque vous savez que les états généraux du sport irlandais. Hein? Oui, vous voulez parler maintenant, monsieur Arbeil? Venez. Il n'y a pas de ouais. On l'avait prévu après, mais c'est pareil. C'était pas mieux. Non, mais justement, c'est pas. Comme on a la chance d'avoir quelqu'un de ce bord. Merci. C'est là où on est le meilleur quand on n'a rien préparé. Bonjour, bienvenue. Vous dire que, bien sûr, la mairie d'Hossegor a vécu cette expérience magnifique. Le fait de pouvoir fédérer 3 communes, imaginez Cabreton, Hossegor, Seignos, dans un même but, qui était cette candidature pour les JO 2024, a été sur le plan humain, et nous au niveau élu, une expérience exceptionnelle. Le résultat n'est peut-être pas au rendez-vous, mais le travail que nous avons fait, c'est sûr qu'il restera, il laissera des traces. Un petit souvenir, Lorraine, qui se cache là-bas, contre le mur. J'ai été amené, effectivement, dans le cadre du conseil départemental, à représenter la candidature des Landes à Lima, donc pendant les Pan Games américaines, où le surf pour la première fois était en jeu, et ça a été un grand moment de découvrir un tout petit peu ce monde qui, pour nous, on connaît bien, puisqu'on fait partie de cette étape de la WSL, avec la Quicksilver Pro, mais je le dis encore une fois, c'est un moment important. Le travail que nous avons fait va laisser des traces et va montrer que les Landes, cette candidature landaise, avait du sens et du poids. Jusqu'à 2024, nous aurons à accueillir peut-être, et on le verra par la suite, j'espère, nous serons une base arrière pour les entraînements, mais le travail qui a été fait, ne le regrettons pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc maintenant, M. Bédard va vous dire la suite. La suite, je reprendrai les mots qu'ont dit le prédécesseur, M. le maire, messieurs les représentants en tout cas de Seignos et Hossegor, c'est qu'effectivement c'était une histoire, une aventure collective au service d'un département, avec un but commun d'arriver effectivement à obtenir une organisation de jeu, une épreuve de jeu. On n'y est pas arrivé. On s'est bien battu, mais je voulais féliciter ici les services bien sûr des villes concernées, mais aussi, en étant un peu plus égoïste, les services du département qui ont travaillé autour de Lorraine et de Philippe. Bon, Lorraine est là, c'est celle qui est debout, si vous cherchez. Donc en fait, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, on aurait dû vous donner quelques exemples des questions, enfin en tout cas de cahier d'échange et ce qui était demandé. Au-delà des fan zones, également l'historique des marées, alors je ne sais plus sur combien d'années c'était. On a fait sur 10 ans, il fallait remonter des statistiques de marée. Non, mais c'est des trucs. Mais enfin, en tout cas, ça fait du boulot. Les épreuves, je remercie les équipes de s'y être. Et puis, on l'a dit sans faille. Toutes les équipes ont travaillé vraiment solidairement. C'est un exemple. C'est un exemple qu'est notre département en matière de sport. Je l'ai dit ce matin, puis je le redis. La force du département, c'est effectivement d'avoir des licenciés, certes, mais c'est surtout d'avoir derrière des bénévoles, des dirigeants, des responsables, des éducateurs. Et le département, le rôle du département, là je parle de la collectivité du département, c'est effectivement d'animer tout ceci et de soutenir. Soutenir, on dit, j'ai dit ce matin, soutenir l'éducation par le sport. Puisque effectivement on parle de vivre ensemble, de créer du lien social et tout ça. Vous y contribuez, et nous derrière, collectivité départementale, c'est notre mission. En tout cas, même si ce n'est pas une compétence obligatoire le sport, c'est une mission que nous avons à travers l'éducation, de faire en sorte de donner à toutes les Landaises et les Landais les moyens de s'exprimer dans le sport. Et la labellisation que nous avons eue il y a 15 jours va dans ce sens, va perpétuer nos efforts. Et c'est-à-dire qu'on va dynamiser, on est à 120 000 et peut-être qu'on passera à 140 000 pendant l'Olympiade parce qu'on aura fait des actions en faveur, et parce que c'est les vœux du comité olympique, et c'est de pouvoir drainer un peu plus de monde autour du sport. Donc nous on va contribuer à ça avec ce label, on s'est engagé, c'est-à-dire qu'on va soutenir des actions
qui pourrait émaner de collectivités, mais surtout aussi du monde éducatif, de classe, de collège, en tout cas l'animal des semaines olympiques. Mais en tout cas, on est là, à travers ce label. Il y a également aussi, ça a été dit par mon prédécesseur, il y a cette histoire de centre d'accueil, de préparation d'épreuves, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des communes landaises qui peuvent candidater aussi à ce label, et surtout aussi être, on va dire, un centre d'accueil de préparation de sélection. C'est-à-dire que seront listés dans un répertoire dans lequel, effectivement, la sélection de basket d'Ukraine, c'est là de venir profiter des installations, je dirais, de monde marsan, puisque peut-être qu'elle pourra le faire, parce qu'elle saura y trouver tout ce qu'il faut en matière d'hôtellerie, parce que là aussi il y a un cahier des charges précis, d'hôtellerie, de récupération, de soins. Voilà. Donc on a pas mal de communes landaises qui ont répondu dans ce sens, et nous, le département, on est là pour à la fois les aider, mais les aider pas toujours financièrement. Quand on dit aider, c'est amener la logistique de la communication, en tout cas faire en sorte que ces 4 ans qui viennent finalement soient une première étape sur la dynamisation du sport, mais en tout cas faire en sorte qu'on parle des Landes, qu'on fasse amener des gens autour de... Parce que, je ne parle pas trop long, mais enfin, imaginons vous avez une sélection qui vient de se préparer à Soustons, on sait qu'on a les judokas qui viennent à Dax, on sait qu'on a les épéistes qui viennent se préparer. Et on sait que, en étant égoïste là aussi, ce sont des pourvoyeurs de médailles, les sports d'escrime, le judo. Bon. Donc ils viennent ici, donc imaginez toute l'attrait que ça peut avoir au niveau scolaire, au niveau de vos clubs de judo. Je sais que le président ici. Voilà. Alors, il y a quand même tout un engouement qui peut se faire autour de cette Olympiade et d'événements que nous créerons, que vous créerez, et pour lesquels on sera là pour vous aider. En tout cas, on y croit, au département. D'ores et déjà, je peux vous dire que si tout se passe bien le 20 21, en votant le budget, il y a déjà une ligne budgétaire qui est attribuée pour le terre de jeu, c'est-à-dire pour tout l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, d'animation qui pourrait pousser ci et là. Et si elles ne viennent pas de vous, les initiatives elles viendront de nous ou du sport scolaire avec M. Capdeville. Voilà. En tout cas, bon après-midi de réflexion, parce que c'est intéressant d'avoir vos retours sur cette période qui va nous arriver. Riche, et on sera bien sûr au soutien de nos partenaires fidèles, le comité olympique. Je savais qu'il y avait 3000 candidats et on a un représentant de Cap-Breton, c'est Lionel Barberis. Tu veux dire quelque chose? Non. Donc, Lionel a été la cheville ouvrière du dossier parce qu'il a de grandes compétences en la matière. Et donc, il a travaillé. Je me souviens d'une réunion, on avait parlé des fan zones, etc. Il y avait quand même un joli projet. Alors, j'avais prévu de vous dire des tas de choses que je ne vais pas vous dire, puisque pratiquement tout a été dit. Je dirais simplement que, avec les 3 communes, la communauté Max, le LUCDOS et le conseil départemental, nous avons fait quand même une équipe solide qui a travaillé tout l'été, j'allais dire en live, parce que les missions se déclenchaient la veille pour le lendemain, donc c'était très rapide, il fallait être là sur place. Donc on a beaucoup travaillé avec Lorraine, Lionel, Philippe Courteserre, et donc les municipalités. Donc moi j'en retiens que ça a créé des liens entre toute cette équipe là, qui a porté la candidature du surf. Même si on n'a pas eu le résultat escompté, on avait quand même un dossier particulièrement solide. Je pense honnêtement, sans parti pris, qu'on était vraisemblablement le meilleur dossier technique. Les contraintes étaient très, très difficiles à tenir et on avait réussi à rentrer dans le moule. Mais bon, un choix politique et des lobbying, j'allais dire, de tourisme ont fait que on n'a pas été les premiers, on est peut-être les deuxièmes. Voilà, donc merci à vous tous et puis je pense qu'on continuera à travailler ensemble parce que c'est quand même, on a noué des liens, ce serait dommage que ça s'arrête là. Et on a encore 4 ans à faire. Voilà, merci. Maintenant je vais passer la main à Jean-Luc Auction. Jean-Luc Auction qui est le monsieur loyal de cet après-midi avec Lionel. Après, il n'y a pas une grosse animation puisque ce sont nos intervenantes
qui vont jouer le jeu maintenant. Je te passe la main. Merci Président. Donc bonjour à tous et à tous. Je vais commencer par vous faire un petit rappel du déroulé de la journée. Il y aura 3 temps forts. Un premier temps qui sera consacré aux témoignages, des témoignages de grande qualité, vous allez voir. Des témoignages sur les obtentions, les labels, tout ce qui est important, tout ce qui a émaillé la vie sportive, notamment avec cette candidature. Ensuite, nous aurons des témoignages consacrés au sport et comment les scolaires ont accompagné et vont continuer à accompagner. Et enfin, le témoignage du sportif de très haut niveau, champion du monde et champion olympique aussi, qui clôturera les témoignages. Après ce témoignage, partez pas parce que vous allez travailler. Donc, il y aura 2 tables rondes. 2 tables rondes de mise en place. Une consacrée à l'implication de la génération 2024 dans le projet olympique et une autre consacrée à l'expérience olympique et l'héritage des Jeux pour les territoires des Landes. Donc, suite à ça, petite pause pour ceux qui auront participé à ces tables rondes, sauf pour les rapporteurs qui auront la lourde tâche de mettre leur note propre et de reprendre la parole pour faire une restitution. Il sera environ 16h45. La restitution, on sifflera à la fin du match vers 17h. Il n'y a pas de touche de prévu parce qu'on aura passé ça espérer quand même. Mais il y a quand même un pot d'amitié parce qu'on est dans le domaine du sport. Donc le match sera fini, mais pas la journée. On pourra continuer nos échanges autour de ça. Sur ce, Président, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et comme il m'a déclaré maître des horloges, c'est le premier miracle de la journée qui vient de se passer. On est en avance. Donc on va essayer de respecter ce timing. Et on va commencer donc la partie témoignage en accueillant Valérie Barlois-Leroux. Voilà, tu peux lancer une petite vidéo de présentation de vous installez. Donc en préalable, un petit clip vidéo qui vient d'être sorti. On vous présente le clip qu'on a réalisé pour
été réalisé par Sudéo Productions, c'est Fabien Badby. Je ne sais pas s'il est là, on l'avait invité, mais on le remercie triplement parce qu'il a fait une première mouture qu'on avait fait au départ pour la candidature du surf. Donc après on a modifié. On s'est fait taquiner par Paris 2024, il fallait que le logo il soit comme ci, comme ça. On ne pouvait pas le mettre en transparence parce que ça. Bon. Bref, on s'y est repris à 3 fois avant d'obtenir la version qui a été acceptée. Donc je le remercie même s'il n'est pas là. Et vous voyez, je pense que ce clip est quand même, représente bien les Landes et dans toute sa diversité. Quoi, hein. Alors maintenant, je vais passer la parole à Valérie, qui va vous dire, elle aussi, la suite de son programme à elle. Merci, Président. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Merci de votre accueil. Je vais commencer debout, puis après je vais me poser parce que je vais dérouler la présentation et on ira plus ou moins vite en fonction des informations. Simplement vous dire en préambule deux choses. La première, c'est bravo pour votre engagement et la candidature que vous avez portée. Ça a été souligné à plusieurs reprises, mais je crois que ça a le mérite au moins de travailler sur deux leviers. Le premier qui consiste, me semble-t-il, à décloisonner des services de collectivités, de certaines structures qui traditionnellement ont l'habitude de travailler plutôt chacune dans leur coin sans trop de transversalité. Ce qu'on peut voir à l'échelle de l'association que je vais vous présenter, mais également au travers de vos propos que j'ai entendus et de cette candidature que vous avez portée, je pense que ça a cette vertu de permettre plus de transversalité, et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Et la deuxième, c'est que certes la victoire n'est pas au bout, en revanche, je pense que tout ce qui a été fait dans le cadre de cette candidature contribuera très largement à développer l'attractivité de votre territoire, à mettre en avant, et ça a au moins le mérite de faire qu'ensemble vous ayez réfléchi à tous les atouts et tous les trésors, toutes les pépites que l'on peut trouver sur votre territoire, et en cela c'est quand même une très belle victoire, donc bravo pour votre engagement. Alors simplement peut-être avant de commencer la présentation, vous dire que donc, je préside l'association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine, qui est une association qui a été créée au départ sur une idée que nous avons eue. Alors certains d'entre vous le connaissent, Jean-Claude Labadie, l'ancien président du CROSS, et moi-même, à l'annonce de Paris lauréate pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et vraiment la volonté de se dire dotons-nous d'un outil qui se veut agile et qui permette de faire du sport un levier d'attractivité et de valorisation du territoire, donc l'ensemble des 12 départements qui constituent notre belle région. Donc c'est ainsi qu'est née cette association, qui a été donc cofondée par le comité régional et sportif de Nouvelle-Aquitaine et par la région Nouvelle-Aquitaine, qui dans son fonctionnement, dans sa dotation financière, est subventionnée à aujourd'hui exclusivement par la région. Nous recherchons des partenaires privés, mais aujourd'hui nous vivons sur une subvention qui nous est allouée par la région. Avec une petite équipe, 2 salariés au sein de l'association, et puis un bureau de bénévoles qui accompagne son développement. L'enjeu de cette association, c'était donc, vous l'avez compris, de travailler sur le rayonnement du territoire et comment faire en sorte que le volet héritage, qui est le volet RSE de Paris 2024, en fait, prenne tout son sens et soit relayé à l'échelle du département des Landes et plus globalement de la région Nouvelle-Aquitaine dans différents champs, éducation, économie, sportif bien évidemment, et donc on essaye de travailler sur tous ces leviers en cohérence bien évidemment avec le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Le CNOSF, ça va de soi, je vous vois là. Il faut savoir que au sein du conseil d'administration de l'association siège notamment le COJO, un représentant du COJO, donc bien évidemment la région, le CROSS, l'association des maires de France, des départements de France, des médaillés olympiques qui sont des athlètes du cercle des médaillés olympiques de Nouvelle-Aquitaine, le rectorat, les fédérations sportives qui accompagnent le développement du sport en local. Donc on a essayé vraiment d'être le plus exhaustif possible, le moins clivant possible, pour accompagner le développement en essayant d'en faire un outil apolitique. L'enjeu, c'était vraiment de travailler sur le territoire en tant qu'espace, terrain de jeu, si je peux dire,
Voilà pour la présentation rapide de l'association. Et je vais commencer la présentation. M'autoriser à m'asseoir. Alors par avance, je vous prie bien m'avoir excusé parce que je suis attendue à 18h à Bordeaux pour une autre intervention. Donc je m'éclipserai en cours de rencontre avant la fin. Et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Voilà. Parce que c'est déjà gentil d'être venu. Non, merci à vous pour l'invitation. Alors simplement, je vais passer vite. Vous avez la présentation, donc si certains d'entre vous en ont besoin, vous la demandez, elle vous sera relayée. Donc un petit peu d'actualité sur les jeux, on peut passer, même celle d'après, on va passer plus vite, encore une, logiquement, voilà. Donc en quelques chiffres, si ça vous est trop familier, vous me faites des signes et puis je passe rapidement. En quelques chiffres, donc les jeux c'est quoi? C'est 44 sports olympiques qui représentent à eux seuls 206 disciplines, plus de 10 000 athlètes, 23 sports paralympiques, 175 disciplines qui en découlent, 4 350 athlètes, 70 000 bénévoles, la volonté, et on va y revenir, de valoriser l'engagement des personnes volontaires également, des événements, journée olympique, semaine olympique et paralympique qui arrive tout prochainement, puisqu'elle débute semaine prochaine, la journée nationale du sport scolaire, et donc un tas d'événements qui vont venir jalonner chaque année on va dire l'objectif de Paris 2024. 3 valeurs qui conditionnent en fait cette vision qu'a le COJO et qui ont été déployées tout au long de la candidature: la créativité, l'exigence et le partage. Les sports additionnels, je pense que c'est clair pour tout le monde, on n'a peut-être pas besoin de rester trop longtemps. Vous l'aurez normalement. Voilà, on passe plus vite, non, on avance, il n'y a pas de. C'est juste après. Vous l'avez. Ah bon, on n'a pas les mêmes. Ils m'ont fait des blagues à l'association. C'est pas grave. Bon, on va revenir, c'est pas très gênant. Alors attendez, je me cale sur la vôtre. Donc des jeux responsables, des équipements qui sont déjà préexistants, ça c'est un élément important. Une neutralité carbone qui est souhaitée avec moins de 55% d'empreinte carbone. Et des partenariats qui ont été noués avec un certain nombre d'associations et un village olympique qu'on veut responsable, et donc qui sera, on l'espère, principalement en bois et transformé à terme en écoquartier. Créateurs d'emplois, 150 000 emplois dans différents secteurs. Dans le domaine de la construction, ils sont estimés un petit peu moins de 12 000. Dans le tourisme, à 60 000. Et dans tout ce qui touche à l'organisation, un petit peu plus de 78 000. Une plateforme, alors on ne l'a pas cité, mais aujourd'hui il y a 2 partenaires premium du comité d'organisation des Jeux, puisque vous savez qu'en termes de financement, il y a une partie de fonds publics, mais il y a aussi et surtout une partie de fonds privés. Donc aujourd'hui nous avons 2 partenaires premium, qui sont le groupe BPCE et EDF. Donc voilà, ça. Voilà. La plateforme. Alors il y a différentes plateformes en fait qui sont mises en place pour accompagner pour le coup les TPE, les PME sur l'ensemble des appels d'offres qui seront lancés dans le cadre de Paris 2024. Donc cette plateforme, elle a une adresse d'accès, c'est entreprise2024.fr. Donc son objectif, c'est vraiment de permettre aux différentes TPE, PME de bénéficier de l'ensemble des informations qui seront nécessaires à pouvoir apporter des réponses, si leur champ de compétences le permet, dans l'organisation et dans les chantiers entre guillemets qui seront lancés dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Dito, pour accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire, une plateforme donc, qui est ess2024.org. Voilà, on peut passer assez rapidement, voilà, ça vous l'aurez. Voilà. Des athlètes, bien évidemment, c'est une candidature. Alors attendez, je vais passer. Voilà, label Génération 2024. Le label Génération 2024, en fait, c'est un label qui a pour vocation d'essayer d'encourager et de multiplier les passerelles entre le monde scolaire, le monde de l'éducation, et le mouvement sportif, afin d'encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Donc dans les langues, si on fait le focus, vous avez à l'écran en fait les établissements qui sont aujourd'hui labellisés Génération 2024. Je ne vais pas les passer en revue, vous les avez là. À l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ce sont plus de 260 établissements. En tout cas, fin octobre, c'est les derniers chiffres que nous avions et on est en train de poursuivre le recensement.
Alors, le label Terre de Jeux. Alors, si vous passez normalement au slide suivant, vous devez avoir... Alors, essayez de le lancer, on va voir si ça fonctionne, parce que Tony en parle mieux que n'importe qui. Et sinon, je vous en dirai... Non, c'est pas grave. Alors, vous aurez l'occasion de le revoir, après c'est juste qu'il faut aller chercher le lien, voilà. La philosophie générale du label, quelle est-elle? 1. De renforcer la dimension nationale de Paris 2024, en essayant d'offrir à toutes les collectivités, à tous les acteurs du mouvement sportif, de rejoindre l'aventure dès maintenant, pas seulement en 2024, de valoriser les acteurs qui vont s'engager au quotidien dans cette aventure pour mettre plus de sport dans la vie des Français, et je me tourne vers le représentant du CNOSF. Il y a déjà un label qui existe, qui est Sentez-vous Sport. Bon, c'est un label complémentaire, voilà, que certaines collectivités vont aller chercher pour vraiment marquer leur engagement dans cette aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le troisième objectif, c'est d'engager les collectivités et ainsi de maximiser l'impact au-delà des Jeux. C'est ce qu'on appelle le volet héritage, donc qui touche à tout ce qui est RSE. Donc un label, 3 défis, vous les voyez à l'écran. 1, construire la communauté la plus large possible, la plus active possible et la plus visible possible. On peut passer, voilà, devenir terre des Jeux, donc ça veut dire qu'on prend l'engagement de s'engager sur 3 piliers, qui sont des piliers fondateurs pour Paris 2024, de la promesse qui a été faite. Une ambition, celle de contribuer, chacun avec ses moyens, à mettre plus de sport, encore une fois, dans la vie des Français. Une méthode, donc avec l'objectif et l'ambition de partager les bonnes pratiques, et des actions concrètes qui sont toutes organisées et déclinées autour de 3 objectifs que vous allez voir de façon récurrente dans toutes les communications, actions qui seront déployées: la célébration, l'héritage et l'engagement. Alors, le label Terre des Jeux, en fait, il est bien organisé autour de 3 objectifs pour les collectivités qui seront labellisées. Une célébration qui se veut ouverte pour faire vivre à tous les émotions du sport et des JO. Un engagement qui est inédit pour donner au plus grand nombre en fait la chance de vivre cette aventure olympique. Et vous verrez qu'il y a un tas d'initiatives qui ont déjà été déployées, qui continueront d'être déployées pour associer des personnes dans des défis sportifs et ainsi leur permettre de gagner des places pour assister à telle ou telle épreuve au moment des JO. Et un héritage durable, ça c'est vraiment pour changer le quotidien, notre quotidien en fait grâce au sport, et qui est un peu le slogan de Paris 2024. Alors si on reprend les actions autour, alors vous êtes voilà, la célébration. Donc la célébration, c'est partager les émotions. Donc, quand on est labellisé Terre de Jeux, on a un critère obligatoire à minima. Vous allez voir les critères que je vous présente, en fait, c'est toujours ce que la collectivité qui est labellisée doit à minima mettre en œuvre pour respecter l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de cette labellisation. Le critère obligatoire, mais ça veut dire que vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez, hein, mais à minima, vous devez vous engager à un critère, donc sous l'angle célébration, qui est de célébrer l'olympisme et les Jeux sur votre territoire au moins une fois par an, par l'organisation d'une action sportive et ou culturelle spécifique. Alors, il y a pour ça, j'ai évoqué tout à l'heure la semaine olympique, la journée olympique, donc il y a quand même des espaces tout trouvés qui vont permettre de mettre en œuvre des initiatives en lien avec le mouvement sportif, cela va de soi, et la journée en témoigne, on voit bien les passerelles et les liens qui se créent. Et donc l'idée, c'est pas de réinventer le shot, c'est qu'il y a des formats d'initiatives qui existent, qui sont déployés à tel ou tel endroit. L'idée, c'est à la fois au niveau du cross, c'est aussi une vocation de l'association, c'est de faire en sorte que toutes les bonnes pratiques elles soient identifiées, recensées. On a un site internet qui permet de mettre en avant les initiatives déployées, et donc du coup de prendre à son compte des initiatives qui séduisent telle ou telle collectivité pour mettre en place une initiative, et de ne pas tout réécrire, de ne pas tout réinventer, ça ferait perdre du temps, et voilà, c'est pas optimal. Autour de l'héritage, donc l'enjeu c'est de mettre plus de sport dans la vie des Français. Donc là il y a 3 critères obligatoires pour l'ensemble des collectivités. 1, on s'engage à favoriser la découverte du sport à l'occasion de la journée olympique, donc ça le 23 juin. 2, on s'engage à soutenir l'éducation par le sport
en contribuant par exemple à diffuser localement les informations sur la semaine olympique et paralympique, et en proposant son soutien de manière adaptée, là encore, à ses besoins, aux acteurs qui sont mobilisés dans le cadre de cette action. Et le troisième objectif, c'est de promouvoir la pratique sportive auprès du personnel de la collectivité territoriale. Et là, on est vraiment, Monsieur le maire, vous évoquiez le propos, la vertu de cohésion qui émane du sport. Il y a le volet sport-santé qu'on n'a pas évoqué, de lutte contre la sédentarité, etc. Bon, ben, voilà, l'enjeu, c'est de créer du lien, c'est d'avoir une France qui bouge, une France en forme, et ce label y contribue aussi. Sur le plan héritage, bon, vous avez quelques exemples. Alors, en fonction du nombre d'habitants de la collectivité qui est labellisée, en fait, les attendus sont plus ou moins importants. Alors, je ne vais pas rentrer par le détail, mais normalement, si vous passez peut-être le slide, bah, vous n'avez pas le détail. En fait, on a, selon qu'on a plus ou moins de 10 000 habitants ou plus de 50 000, en fait, le nombre d'obligations liées au label augmente, ce qui est assez logique. Voilà, on n'est pas dans des conditions drastiques non plus. Hein. Alors, sur le volet engagement, donc là, l'enjeu, c'est de faire grandir, d'animer, de promouvoir la communauté de Paris 2024. Donc là, il y a 3 critères obligatoires pour l'ensemble des collectivités terres de jeu, c'est-à-dire qu'on s'engage, 1, à contribuer à faire grandir la communauté 2024 en relayant l'information. 2, on transmet régulièrement à Paris 2024 du contenu, des vidéos, des actions, des petits films, etc. Et 3, on désigne un référent pour participer aux différents rassemblements locaux, nationaux, des collectivités terres de jeu, et ainsi partager les bonnes pratiques. Et en complément, pour les régions, les départements et les métropoles, donc là il y a des critères additionnels que vous découvrez à l'écran, autour de la promotion du label, de l'organisation de rassemblements spécifiques et de la promotion également du soutien de la participation citoyenne dans la construction, le déploiement et la promotion du projet de Paris 2024. Le label Terre de Jeu, donc les premières labellisations, vous les découvrez à l'écran. Donc en Nouvelle-Aquitaine, 42 communes et intercommunalités qui ont été labellisées, ainsi que 10 départements à ce jour. Du côté des Landes, ça a été évoqué tout à l'heure, vous les découvrez à l'écran. Donc avec une convention qui a été signée tout récemment, le 13 janvier dernier, pour ce qui est des Landes, avec Tony Estanguet qui était présent. Voilà pour le label Terre de Jeu. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions, des compléments d'informations à apporter? Juste un petit point, on a parlé ici essentiellement des collectivités, mais Terre de Jeu, c'est aussi un label pour le mouvement sportif. Toutes les fédérations olympiques sont Terre de Jeu aujourd'hui. Tous les clubs peuvent s'engager dans des actions Terre de Jeu. Les GDOS ne sont pas encore Terre de Jeu, mais ça va pas tarder. C'est un petit problème d'organisation, mais ça ne concerne pas seulement les collectivités. Donc, en sportif, c'est bien de le savoir. C'est une précision importante, effectivement. Merci. On peut continuer? Niveau timing, ça va? Alors, les CPJ, ça va être un petit peu plus rapide. Hein. Le calendrier, on avait jusqu'au 30 novembre dernier. Alors, j'entends dire qu'il y aurait peut-être un petit délai supplémentaire, donc je dois le confirmer, je ne l'évoquerai pas plus aujourd'hui. En tout cas, il y avait jusqu'au 30 novembre dernier pour inscrire des équipements pour qu'ils deviennent centre de préparation des jeux, donc CPJ. Donc il y a une phase d'analyse des dossiers jusqu'au mois de juin qui est en cours et qui donnera lieu à l'élaboration d'un catalogue des différents équipements à l'échelle nationale qui seront labellisés CPJ. Quand on est labellisé CPJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble du mouvement olympique international va avoir accès, dès lors que le catalogue sera établi, aux sites français qui seront estampillés CPJ et pourront faire leur marché dans ce catalogue en disant moi voilà, telle fédération de tel pays, je souhaite pour mes équipes effectuer peut-être 2-3 ans avant les Jeux des stages, un pour s'acclimater, pour identifier les installations, etc., pour mes équipes nationales. Pour vous donner un ordre d'idée, et c'est le mot d'ordre qu'on a fait circuler, c'est une volonté du COJO que de relayer ce message, c'est soit on a des équipements sur son territoire
qui remplissent les critères. Et là, on peut effectivement candidater. Rien ne sert de déployer des moyens, notamment économiques, financiers, importants pour upgrader un équipement, pour faire en sorte qu'il réponde à tous les critères, parce que quand bien même il serait retenu CPJ, pour autant, le choix de choisir tel ou tel équipement, tel ou tel site pour entraîner ces équipes, en fait, il revient aux comités olympiques internationaux, chacun à leur niveau, et donc il n'y a aucun engagement que, bien que référencé CPJ, l'équipement soit in fine utilisé comme tel. Les Jeux de Londres en cela étaient un exemple assez marquant. Il y avait à peine 30% des CPJ identifiés qui ont été utilisés par les équipes internationales comme site de préparation. Donc voilà, il faut y aller avec modération. La vertu que ça a, c'est que ça permet quand même, et j'évoquais tout à l'heure le sujet de l'attractivité d'un territoire, c'est que ça permet de façon, alors là pour le coup très cartésienne, d'identifier ces équipements, y compris pas que sportif, puisque ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais le volet hébergement, le volet alimentation, le volet soins, également, l'offre de soins qui est autour avec des délais de temps de trajet qui sont imposés pour les équipes. Et au moins, ça a le mérite de mettre en avant ces sites et de permettre, sous volet on va dire, de tourisme, par exemple, d'attractivité d'un territoire, de dire, ok, peut-être que mes équipements ne seront pas utilisés par des équipes internationales, nationales, dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Pour autant, si je veux travailler sur l'attractivité de mon territoire avec une offre touristique et sportive spécifique, et ben, au moins cet exercice a la vertu d'identifier de façon exhaustive l'ensemble de ces sites et du coup de pouvoir travailler peut-être, si elle n'existe pas déjà, sur une présentation un peu marketée de sites. Vous voulez pratiquer tel ou tel sport, et ben chez nous c'est possible à tel et tel endroit, et vous avez tel et tel site d'hébergement, de restauration, etc. Alors, j'ai pas suivi forcément. Voilà, comme la date en fait est passée au niveau des CPJ, je ne rentre pas forcément dans tout le détail des caractéristiques attendues. Voilà, vous avez répondu à une candidature, donc vous avez vu la complexité de ce sujet. C'est peut-être plus si vous avez maintenant des questions sur cette labellisation CPJ, auxquelles éventuellement on peut répondre. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce thème-là. Question ? Bon, écoutez, moi je pense que voilà, on a fait le. Le label est toujours ouvert en dehors des CPJ. Oui. Pour toutes les communes, enfin les. Oui, la belle terre de jeu, c'est. Voilà, c'est. Les communes, clubs sportifs, etc., comme disait Patrick tout à l'heure. Donc ça, c'est toujours en cours. Le catalogue est fermé, je ne sais pas si c'est aussi ouvert. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans le catalogue, c'est. Je disais, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans le catalogue CPJ, vous n'aurez pas d'équipe étrangère, parce que il y a des équipes étrangères qui viennent dans la région et qui ont déjà leurs habitudes. Donc, elles peuvent très bien venir ici, même si elles ne sont pas passées elles n'ont pas pioché dans le catalogue CPJ, quoi. Voilà. Écoutez, moi j'en ai fini, si ça vous convient sur le. Oui. Ouais. Si vous avez des questions, parce que Valérie va nous quitter après, donc profitez-en. Pas de questions ? On n'est pas obligé d'être CPJ pour accueillir une équipe. Non, c'est ce que disait le président à l'instant. On n'avait pas une contrainte, je sais plus si sur cet événement ou pas, on avait une contrainte d'accueil d'une équipe internationale avant les Jeux Olympiques, sur l'année olympique. Est-ce qu'ils peuvent venir sur le territoire ou est-ce qu'ils sont obligés de s'entraîner autour ? Non, ils peuvent venir, mais même bien avant. En fait, il y a déjà des accords dans le cadre de partenariat. Avant, il n'y a pas de problème, mais l'année olympique, il n'y a pas de Non, l'accueil a priori, c'est pas lié. La démarche, je dis, qu'ils avaient fait pour les Jeux Olympiques de Londres, je crois qu'ils étaient sur le territoire de l'île, ils avaient fait une démarche de ce type.
Alors, c'est ce que ça a donné avec l'Eurocup ou pas? Alors, je n'ai pas les éléments de réponse, peut-être qu'au niveau du CNOSA vous les avez. Je peux essayer de trouver la réponse et de vous la communiquer via le président, mais non, j'ai pas Vous avez fait une démarche très proactive vis-à-vis des Jeux de Hollande, dans la mesure où ils avaient un territoire qui était très proche, et notamment sur le fait que le centre de préparation aussi, voir toutes les rencontres qu'ils ont eues à leur niveau. Après, ce qui serait intéressant, c'est ce qu'on essaye de pousser au niveau de la région, et je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, c'est d'essayer d'avoir une délégation. On a une formidable opportunité qui sont les Jeux de Tokyo 2020. Ce qui serait formidable, c'est de pouvoir avoir une délégation, alors de Nouvelle-Aquitaine, d'un département, de mouvement sportif en tout cas, pour mettre en avant les spécificités d'un territoire et donc valoriser le territoire en question, commencer à faire du lobbying auprès de certaines fédérations, certains pays, pour mettre en avant les qualités et des équipements du territoire de Nouvelle-Aquitaine, voilà, et de pouvoir dès à présent essayer de susciter l'envie d'accueillir des équipes sans pour autant avoir des CPJ sur son territoire. Donc ça veut dire ce que vous proposez là, il faudrait que votre propose, association c'est porte ce une genre de délégation réponse. par exemple? Pardon? Ce serait par exemple à votre association de porter ce genre de délégation? Par exemple, est-ce que ça fait partie de vos missions? Alors, on considère que c'est plutôt à la région, au territoire de Nouvelle-Aquitaine de porter cela. Soit la région a l'envie en fait, de mettre en avant les vertus de son territoire et donc de valoriser les départements, etc. Et donc là, ça ferait sens que d'avoir une délégation présente. J'imagine assez mal le quoique, après voilà, des initiatives dissociées par département, moi je trouve que ça fait moins sens, c'est mieux de montrer une solidarité, voilà, mais ça fait partie des choses possibles. L'association il sera présente si cette délégation devait se mettre en... Pardon ? Non, je dis qu'il faut une action coordonnée, effectivement. Oui, mais la question a été posée clairement par les deux directeurs de CREPS de Bordeaux et de Poitiers au président de région. Et je suis en train, moi, de faire un courrier avec ma casquette présidente de l'association pour encourager, voilà, mais c'est pas moi, association, moi, j'ai pas les moyens d'organiser une délégation pour repartir à... De votre association, je ne connais pas les statuts par rapport au statut de l'association. Est-ce que vous portez un pédale jusqu'où vous portez... On sera présent si le président de région consente à le faire, mais voilà, c'est pas sur nos... Moi, on n'a pas financièrement les moyens de l'organiser. Voilà. Et on peut représenter des départements voilà, qui ne pourraient pas être présents, etc. Mais je trouverais bien qu'il y ait un stand de Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est au sein de Voilà, vous voyez, mais par exemple, si on veut travailler sur le volet héritage, et pas au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, ce serait bien que chacune des régions de France puisse avoir un espace de représentation à cette occasion. Voilà. Mais c'est un vaste sujet qui est un peu sensible. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. Président, je vous redonne le micro. Merci beaucoup pour la qualité de cette intervention et le respect du timing qui est parfait. Donc on va maintenant demander à Jean-Noël Capdevielle et Marion Brett de nous rejoindre pour évoquer la partie classe olympique et établissement Génération 2024. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Nous n'allons pas reprendre le contenu de nos interventions de ce matin. Nous allons essayer d'être un peu plus concret par rapport à ce qu'est Génération 2024 en le déclinant par rapport à la mise en place et ce qui est souhaité au niveau des établissements scolaires, qu'ils soient dans le premier degré ou dans le second degré. Et plus particulièrement, Marion interviendra sur ce qui se fait dans les Landes, sur le thème des classes olympiques. Alors, pour, disons, donner le sens à Génération 2024, ce qu'on a compris, nous, hommes de terrain, hommes de territoire, et surtout acteurs de territoire, c'est que le COJO, soutenu et même avec la même volonté par le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale,
ils veulent que ces Jeux ne soient pas qu'un événement sur la période des Jeux, mais que les territoires et nos jeunes citoyens soient impliqués dans la construction de cet événement et surtout soient imprégnés des valeurs de l'olympisme. Peut-être que dans les Landes, nous aurons derrière le porte-drapeau, qu'on ne connaît pas pour 2024, quelques jeunes athlètes. Ça fait partie des ambitions de la génération 2024. Ils seront sûrement peu nombreux, mais on peut espérer d'en avoir quelques-uns. Par contre, ce que l'on peut espérer surtout, c'est peut-être qu'au niveau de leur territoire, et puis de par leur engagement et leur investissement dans la génération 2024 et la labellisation, ils soient acteurs de ces Jeux olympiques parmi les 70 000 bénévoles qui sont prévus pour cet événement. Mais surtout, c'est que tous nos jeunes soient, durant leur scolarité jusqu'en 2024, soient imprégnés de cet événement planétaire, comme je le disais ce matin. Donc, pour mettre ça en marche, il a été prévu donc de faire des labellisations d'établissements avec un cahier des charges. Alors, ce cahier des charges, je vais très rapidement vous le décrire pour montrer que c'est l'école, mais ce n'est pas que l'école, et loin de là. Déjà, le premier objectif de cette labellisation, c'est de développer des projets structurants avec les clubs sportifs locaux. Donc, l'école et les clubs sportifs locaux. Ça peut être organiser des événements sportifs communs, ça peut être réaliser des informations de l'offre sportive territoriale des clubs, ça peut favoriser et faire intervenir un sportif de haut niveau pour avoir cette notion du sport de haut niveau. Ça peut être aussi signer des conventions entre les écoles et les clubs sportifs, et voire même organiser des voyages ou des sorties. Et quand on parlait de Terre des Jeux, et peut-être l'accueil de certaines délégations en préparation pour les Jeux Olympiques, des sorties scolaires à thème sur un événement sportif. Ça, c'est le premier point. Dans ce même domaine-là, il y a un autre point un peu plus annexe, mais qui, peut-être avec le fait que nous soyons près peut-être de l'Espagne et tout ça, c'est de développer aussi des projets avec d'autres pays pour montrer l'universalité de cette manifestation que sont les Jeux Olympiques. Autre aspect et objectif, c'est participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques. Ça, on en a déjà parlé, la semaine olympique, la journée olympique, olympique et paralympique, excusez-moi. Donc, participer à tous ces événements qui sont déjà mis en place par le COJO et l'Éducation nationale. C'est aussi organiser des concerts, des moments de rencontre avec les clubs locaux, le CDOS et les établissements scolaires sur des animations, et ainsi permettre de diffuser sur tous ces événements l'esprit olympique au niveau de nos jeunes. Autre point important dans la génération 2024, c'est pour ça que ce matin, quand je vous parlais de section sportive, ce n'est pas anodin, même si nous avons, disons, des sections sportives qui ne sont, à part une ou deux qui est la section sportive donc les centres sportifs comme Lubé-Barbon, au collège Lubé-Barbon en basket, mais des autres sections sportives, c'est le début pour certaines du parcours de haut niveau, le niveau sportif, donc c'est accompagner des jeunes qui s'orientent vers les parcours sportifs de haut niveau, et aussi d'y intégrer plus particulièrement les jeunes en situation de handicap pour les amener vers les Jeux paralympiques. Donc tout ça, c'est la mise en place de dispositifs avec des horaires aménagés dans les établissements scolaires, c'est permettre à ces jeunes d'avoir bien entendu des parcours individualisés parfois, quand il le faut, en fonction de leur calendrier sportif et tout ça. Donc ça, c'est un aspect aussi important dans le cadre du sport haut niveau. Un autre aspect qui est prévu donc, dans la labellisation pour cet élan sur Génération 2024, c'est de mettre à disposition les équipements sportifs existants dans les enceintes des établissements scolaires pour les associations locales, et bien entendu, et souvent sportives. Alors dans le département des Landes, c'est un petit peu particulier, on est un peu moins impacté par cette proposition, parce qu'à part quelques lycées qui ont leurs installations sportives propres, tous les collèges, dans le cadre d'une volonté du conseil départemental qui aide à la construction d'installations sportives, les
les installations sportives appartiennent aux collectivités, intercommunalités ou communes. Et donc, il y a pas des contrats, excusez-moi, j'ai une convention qui permet aux scolaires d'utiliser ces installations sportives. Et très souvent, ces installations sportives, vu qu'elles sont de la propriété des collectivités locales, sont utilisées par les associations. Donc on est moins impacté par cette volonté. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour que ça introduira un peu notre table ronde ensuite sur ce qu'est la labellisation dans le cadre de Génération 2024. Alors je vais laisser maintenant la parole à Marion qui, elle, va vous parler d'un projet tout à fait concret. Je voulais juste vous dire une chose, parce que ça m'a souvent été rapporté par les quelques établissements qui sont déjà labellisés. Ils ont, il faut être honnête et tout dire, ils ont le sentiment qu'il y a un cahier des charges pour eux, mais c'est un peu ça, je me retourne un peu vers le Comité national olympique. Ils attendent, il n'y a pas de représentant du COJO, mais ils attendent aussi, et qu'est-ce que, en parlant simplement, mais qu'est-ce que ça va aussi apporter à ces jeunes-là? Moi, je vais vous parler d'une initiative qui a été mise en place dans le département en juin dernier. Donc, c'est les classes olympiques. Donc, ça concerne les élèves hollandais du premier degré. Donc, on a mis en place, en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif, la DSDEN et le conseil départemental, ce projet donc innovateur. L'objectif donc c'est de mobiliser l'olympisme comme vecteur d'éducation, de diffuser ses valeurs auprès des élèves landais, de sensibiliser les élèves à la pratique physique et sportive, et donc de développer également la passerelle entre le mouvement scolaire et le mouvement sportif. Donc le principe de cette classe, c'est que les élèves arrivent le lundi sur la structure et repartent le vendredi en pratiquant différents sports olympiques et donc sous différentes phases. Ils ont également donc des défis sportifs, des défis culturels et des défis artistiques, puisqu'ils doivent aussi donc créer une production artistique autour des valeurs de l'olympisme qu'ils doivent présenter devant un jury en fin de semaine. Donc le principe, c'est de les mettre vraiment en position d'une olympiade, puisque à la fin de la semaine, donc ils participent à une olympiade, donc voilà, avec une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, donc vraiment les mettre en situation. Durant cette semaine-là, les élèves auront également donc, la présence de parrains et marraines olympiques. Donc en 2019, on a eu donc Nicolas Berejny au niveau notre parrain paralympique et Marion Laborde au niveau du basket. Donc voilà, le principe c'est qu'ils aient un témoignage, un échange avec ces sportifs de haut niveau et qu'ils transmettent leur expérience auprès de ces élèves. Donc voilà, on a également, durant cette semaine, on permet à ces élèves-là de favoriser la pratique inclusive, puisqu'on travaille également avec le SSID, puisqu'on met en place des ateliers autour du sport handicap. On a également une demi-journée sur une rencontre sport partagé, puisqu'on intègre des élèves d'établissements spécialisés sur un temps avec les cas de classe qui participent à cette semaine olympique. On travaille également avec les sections sportives le mercredi après-midi, notamment avec l'UNSS, qui interviennent, qui mettent en place des animations pour ces élèves-là. Donc vraiment, on essaye de répondre au maximum au cahier des charges que vient de citer Jean-Noël, et pour que en fait, ces élèves-là, ces écoles-là, du moins, qui participent à ce projet, soient labellisées Génération 2024. Donc pour en chiffres, l'année dernière, en 2019, donc on était sur 4 classes. Madame Barois les a citées tout à l'heure, donc c'était les écoles de Saint-Sevé, Toulousette, Nesperon, Saint-Sevé, qui ont été labellisées. Et cette année, donc du 15 au 19 juin, on aura donc les écoles de Auris, de Levignou, et on aura les écoles de Saint-Pandélon et de Magesque qui participent à nos écoles, à nos classes olympiques. Voilà, on essaie de le pérenniser dans le temps jusqu'au JO 2024.
Alors voilà ce que Marion vient de vous expliciter, ce qui a été fait au niveau du premier degré. C'est vraiment un exemple très concret, mais les questions que nous nous posons et qui devront nourrir un peu notre table ronde, c'est cette action, elle a quand même été, elle a été d'une excellente et d'une qualité, vraiment, je pense que les jeunes, les gamins, les petits CM1 et CM2 qui sont sortis de là ont été imprégnés de l'olympisme pendant 8 jours. Mais ça n'a représenté que 4 classes sur le département des Landes. En établissement, je ne vous parle pas du second degré, c'est comment développer ce genre d'actions qui sont vraiment importantes, mais à un autre niveau. Parce que Génération 2024, c'est toute la génération. Hein, actuellement, les jeunes qui étaient en 5e l'an dernier auront 18 ans en 2024. Et pour là aussi, il y a une action très intéressante qui a été menée au niveau régional. Au niveau académique de Bordeaux, nous dans les Landes, on a eu 4 jeunes de classe de 5e dans un cadre d'une opération qui s'appelle les classes Coubertin-Muffat, qui vont être suivies de la classe de la 5e jusqu'en 2024, qui auront tous les ans une semaine où ils seront regroupés pour avoir à la fois de la pratique sportive, mais aussi de l'intéressement. C'est vrai que ce groupe-là, mais au niveau de l'Académie de Bordeaux, ça ne représente que 25 élèves. Donc notre challenge et notre réflexion actuellement, elle est sur le thème « Mais comment élargir tout ça ?» pour que tous nos jeunes soient impliqués dans cette opération Génération 2024. Et une petite intervention tout à l'heure, c'était aussi pour demander un petit peu aussi de réponse sur ce que souhaite le COJO par rapport à ça et quelles solutions l'éducation nationale et le Jeunesse et Sport pourront aussi apporter pour multiplier ces actions. Juste pour rebondir, d'autant plus qu'on est de plus en plus sollicité par les collectivités territoriales qui s'inscrivent justement dans le dispositif Terre de Jeu. Il faut savoir que les établissements scolaires qui veulent s'inscrire dans des actions à l'initiative des collectivités territoriales, ils doivent être impérativement labellisés Génération 2024 pour prétendre à participer à cette action. Donc voilà, on nous sollicite de plus en plus, mais après il va falloir les moyens, c'est toujours la nerf de la guerre. Merci. Bien, merci encore Marion, et merci encore Jean-Noël pour cette intervention très claire et pour l'implication que vous mettez dans le projet. On a bien compris qu'il y avait des gros enjeux et que vous avez aussi des attentes importantes pour que ça prenne vraiment la dimension à la hauteur de la génération. Donc je crois que le message est passé. Ça nous laisse le temps maintenant d'accueillir la troisième partie des témoignages avec Pierre Lepouche qui va venir nous rejoindre. Et avec qui nous allons évoquer la vie et la préparation d'une athlète de très haut niveau face à un tel événement. Donc voilà, je pense que ça va être très riche. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, Pierre Lepouche, je suis sportif de haut niveau en aviron et j'ai été avant sportif de haut niveau en basket fauteuil. Je suis aussi cadre d'État, cadre technique et sportif au ministère, rattaché à la direction régionale Jeunesse et Sport et Cohésion sociale de Bruges, pour la Fédération française handisport et sur la région Nouvelle-Aquitaine en particulier. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau? C'est de l'entraînement et encore de l'entraînement. Pour la majorité, je prends mon cas, mais c'est aussi le cas de d'autres collègues sportifs, qu'ils soient handisport ou valides. Parfois, on est obligé d'avoir ce double projet, puisqu'on est amateur, on n'est pas professionnel, mais très souvent amateur dans le sport. On n'est pas rémunéré pour pratiquer, même s'il y a des actions qui sont mises en place, soit par des conventions avec les entreprises, les CIP, soit par des accords entre les fédérations et les entreprises, soit par du mécénat, soit par des partenaires. Mais certains sportifs, ce n'est pas mon cas, mais certains sportifs ont quand même des situations précaires et représentent la France malgré ça, parce que c'est pour eux un honneur de représenter la nation. Alors, comment s'organise une journée? Moi, j'ai décidé d'avoir ce double projet parce que c'est aussi un équilibre de vie, de pouvoir m'entraîner, mais aussi de travailler à côté, parce qu'il y a une vie après
la carrière de sportif de haut niveau, et c'est important de pouvoir rebondir. C'est aussi, quand ça ne va pas à l'entraînement, d'avoir cette bouffée d'oxygène au travail, de travailler en équipe. Et à l'inverse, parfois, quand on peut être fatigué ou il y a des jours où ça va un petit peu moins bien dans le travail, et je monte sur mon bateau et je pars naviguer. Et du coup, le lendemain, je suis motivée. Ce double projet, c'est aussi me servir de ma vie de sportive de haut niveau dans mon travail tous les jours. C'est comment on se fixe des objectifs, comment on avance, comment on rebondit quand on les atteint pas. Et c'est aussi essayer d'inculquer ça aux salariés, aux bénévoles avec qui je travaille. On ne peut pas toujours tout réussir, mais c'est qu'est-ce qu'on met en place pour réussir et comment on rebondit si on n'y arrive pas. Donc ma journée, c'est soit je me lève tôt le matin, je vais m'entraîner avant d'aller travailler, soit je m'entraîne le midi ou le soir, du lundi au dimanche, on n'a pas de week-end. C'est en année olympique ou paralympique, plus de 100 jours de stage ou compétition. Je crois que cette année, c'est entre 110 et 120 jours, où on n'est pas chez nous, où on part s'entraîner. Qu'est-ce qui est important quand on est sportif de haut niveau? C'est l'alimentation, le sommeil, bien évidemment. Donc les sites d'entraînement, pour rebondir, j'essaie de faire le parallèle, mais on a besoin de quoi? D'un site d'entraînement compatible avec sa pratique de qualité. On a besoin de bénévoles. Alors moi, je suis rameuse à l'Aviron Bayonnais, j'habite dans les Landes, mais je suis licenciée à l'Aviron Bayonnais. Je ne suis pas née sportive de haut niveau. On m'a donné envie de pratiquer du sport. C'est des bénévoles, c'est des entraîneurs qui m'ont donné envie de venir au club, de venir m'entraîner. Même quand j'étais valide, c'était déjà ça. Pourquoi l'Aviron aujourd'hui? Parce que c'est deux personnes qui sont venues me chercher dans le cadre de mes fonctions professionnelles, parce qu'ils avaient envie de développer la pratique pour les personnes en situation de handicap. Donc même un club comme l'Aviron Bayonnais, qui est un grand club qu'on connaît plutôt pour le rugby, a fait cette démarche avec des entraîneurs qui se sont formés à l'accueil du public en situation de handicap et qui continuent à se former sur le sport santé. Donc il y avait une démarche que je trouvais très positive et c'est ce qui m'a donné envie du coup de pratiquer la discipline au départ plus en complément du basket, et puis petit à petit je trouvais sympa de laisser le fauteuil sur le ponton et de pouvoir naviguer comme tout le monde, parce que je pense qu'une personne valide qui se promène le long de la Nive, si elle n'est pas spécialiste de l'aviron, elle ne voit pas forcément que j'utilise pas les jambes pour pouvoir faire avancer mon bateau. C'est une pratique qui est en mixité. Donc une section dans un club valide, c'est aussi changer le regard sur le handicap. Le sport est un bon moyen de changer le regard sur le handicap. Je pense que c'est le meilleur moyen. On n'est pas là pour pleurer, pour dire... pour moi, le handicap, c'est pas que le côté social, mais c'est aussi la performance. Et c'est montrer que malgré une situation, on peut être performant. Je m'entraîne, comme je le disais, tous les jours avec de jeunes valides. Et c'est aussi leur donner l'envie de se dépasser, de leur dire que si moi je suis capable de le faire, eux sont aussi capables de le faire. Et c'est surtout qu'ils voient que j'y vais tous les jours, que je me plains pas. Donc je pense que dans leur tête, ils se disent qu'ils n'ont pas le droit non plus de se plaindre, alors qu'on a tous, mais quand ils ont un petit bobo ou qu'ils n'ont pas trop envie, ils vont quand même sur l'eau, ils vont quand même lever les barres en muscu, ils font quand même le rameur. Et au final, aujourd'hui, même si je suis l'athlète paralympique, ces jeunes, ils viennent chercher des informations, ils viennent chercher... il y a un certain respect qui s'est mis en place, et je trouve que c'est chouette, parce qu'au final, c'est pas un athlète valide aujourd'hui qui leur donne envie de pratiquer, mais c'est un athlète paralympique, donc je pense que c'est un pari gagnant pour le club, cette mixité. Comme je le disais tout à l'heure, le sport est, pour moi, c'est ce qui m'a aidé aussi, il m'a aidé à me reconstruire après un accident de la vie. Donc au départ dans un club handisport, parce que j'avais besoin de me retrouver entre pairs, entre personnes accidentées ou en situation de handicap. Il m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avancer, de refaire du sport de haut niveau, ce que je faisais déjà en valide, et puis petit à petit d'aller de plus en plus vers les gens, et aussi il m'a permis d'aller vers le monde valide, donc, que je connaissais, mais pour à mon tour, au lieu que ce soit ces gens qui viennent vers moi, plutôt moi d'aller vers eux pour leur dire que le handicap n'était pas un frein, que ça pouvait être une force, parce qu'aujourd'hui mon handicap, pour moi c'est une force. Il m'a permis de vivre des Jeux paralympiques que je n'aurais jamais vécu si j'avais été valide. Alors, ça peut paraître idiot, les gens c'est sûr, je préférerais être sur mes deux jambes,
Mais voilà, j'essaie toujours de voir le positif et de me dire que cet accident il m'a permis de vivre 2 belles aventures sportives et humaines. J'ai eu 2 belles médailles au jeu avec Stéphane en double. C'est aussi grâce à lui que je les ai eues, mais comme je dis toujours, les médailles on les a jamais que soi-même. C'est parce que un employeur vous laisse du temps sur votre temps de travail pour vous entraîner. C'est parce que vous avez des bénévoles qui viennent vous aider à mettre le bateau sur l'eau. C'est parce que vous avez un entraîneur qui pleuve, qui vente, qui neige, qui vient vous accompagner sur son canot moteur et essaye de vous faire progresser. C'est parce que vous avez la famille qui vous encourage et quand vous n'allez pas très bien, qui continue à vous pousser pour aller de l'avant. Donc voilà ce que c'est qu'un sportif de haut niveau, c'est avant tout une personne comme vous. J'aime pas quand certains sportifs disent qu'ils font des sacrifices, c'est des choix de vie pour moi. Je pense pas qu'on fasse de sacrifices quand on est sportif de haut niveau, on fait des choix. On est égoïste, parce que le sport de haut niveau, c'est aussi être égoïste. On veut performer soi-même, mais on performe aussi en équipe et grâce aux autres. Comme je le disais tout à l'heure, les médailles que j'ai à la maison, ce sont mes médailles, mais ce sont des médailles de plein de monde en fait. Il y a un petit bout qui va à plein de monde. Cette année, c'est encore une année olympique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Paris 2024, mais il y a Tokyo qui arrive dans quelques mois, là, en 2020. J'espère qu'il y aura... Alors, les sélections sont déjà en cours, certains ont déjà leur sélection. Nous, on a réussi à qualifier le bateau parce que la spécificité en aviron, c'est que, alors déjà, la fédération handisport gère une multitude de disciplines, mais l'aviron est géré par une fédération valide. Le ministère a des délégations. Le ministère a donné délégation à certaines fédérations, dont la fédération d'aviron, la fédération de triathlon, la fédération de canoë-kayak, de badminton, de plus en plus. Et donc le public en situation de handicap est géré par ces fédérations. L'année dernière, avec Christophe, qui est mon nouveau partenaire, on a réussi à qualifier le bateau pour aller au jeu. Et c'est une spécificité en kayak et en aviron, c'est qu'on qualifie une coque, on qualifie un bateau, mais on ne se qualifie pas nous pour les jeux. Donc la qualification, elle est cette année pour nous. Donc la semaine prochaine, samedi prochain, il y a le championnat de France et le championnat du monde indoor à Paris, donc sur rameur. C'est un des critères de sélection pour pouvoir prétendre à la qualification. Alors on sait que les athlètes qui ont qualifié les coques sont, on va dire, un petit peu protégés. En tout cas, on leur fait confiance, mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Et puis, il faut surtout garder cette compétitivité. C'est aussi important, parce que si on sait qu'on est qualifié devant à l'avance, même si on est sportif de haut niveau, en général, on continue. Mais ça permet de continuer à s'entraîner, à se motiver, pour essayer d'être le plus performant possible le jour J. Donc voilà, il y a les listes qui commencent à tomber des sélectionnés. Au mois de juillet, pour le paralympisme, on aura la liste officielle. Voilà ce qu'est la vie d'un athlète de haut niveau. Je ne peux pas dire beaucoup plus, c'est surtout échanger avec vous si vous avez des questions. Alors une fois par jour, parce que moi je travaille, donc une fois par jour en aviron, les valides s'entraînent en aviron 2 fois par jour. Donc ils font entre 12 et 13 séances par semaine. C'est séance sur l'eau, séance au sol, musculation, séance sur rameur. En stage, c'est 2 séances par jour sur des cycles. Après l'intérêt, qu'est-ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, qu'une ville, qu'un club, qu'un département doit mettre en œuvre, c'est pour qu'un sportif il puisse s'épanouir. C'est pas forcément d'être dans un énorme club. Alors oui, moi j'ai la chance à l'Aviron Bayonnais, mais c'est parce qu'il est à côté de chez moi, en fait, c'est le club le plus près d'Aviron. Pour moi, j'aurais pu être à Souston si j'avais habité plus près, en fait, qui est un site qui accueille plein d'équipes internationales. C'est d'avoir un club avec des amplitudes, on va dire, horaires, et des bénévoles et des professionnels capables d'encadrer. Donc, quand je dis professionnels, c'est des professionnels compétents, parce que quand on est sportif de haut niveau, il y a une exigence encore plus importante quand on entraîne des jeunes, minimes, juniors, seniors qui font de la compétition jusqu'au championnat de France. Certes, on doit être déjà qualifié, mais quand on fait du haut niveau, on a besoin d'être le meilleur et le meilleur mondial, donc on a encore besoin d'une expertise supplémentaire. Donc c'est d'avoir un entraîneur qui soit toujours à la recherche d'être meilleur en fait pour amener ses athlètes. C'est comme on disait tout à l'heure, avoir des soins à proximité. Si on se blesse, être capable d'avoir une échographie, une radio, un scanner assez rapidement pour pouvoir rebondir et se rétablir le plus rapidement possible. Et voilà, oui, d'avoir des collègues d'entraînement aussi. C'est important de se sentir bien dans un club, et comme je dis, c'est pas forcément un gros club, mais c'est de se sentir bien dans un club. Moi j'ai la chance à l'Aviron
à l'Aviron Bayonnais, d'avoir un club où, quand j'ai besoin, en fonction de mes contraintes professionnelles, d'avoir toujours quelqu'un qui est là pour me mettre mon bateau sur l'eau, même quand je pars m'entraîner toute seule, que ce soit tôt le matin, que ce soit tard le soir, que ce soit pendant la période du midi. Voilà, aujourd'hui, on m'a même dit, voilà, il va falloir que tu crées un groupe WhatsApp pour qu'on puisse te suivre à l'occasion, même si on n'a pas la compétence pour t'encadrer, au moins de faire la sécurité. Donc on voit que les gens sont partie prenante du projet, et c'est ça qui est intéressant. Et après, c'est donner aussi envie. Nous, sportifs de haut niveau, notre rôle, c'est de donner envie à des jeunes de pratiquer, de faire du sport. Tous ne seront pas champions, il faut aussi le dire. Mais on doit rêver aussi, on a le droit de rêver. Le rêve fait partie de la vie. Moi, je rêve tous les jours de certaines choses. Mais c'est surtout donner à des gens l'envie, alors encore plus chez le public en situation de handicap, de sortir de chez eux, d'intégrer un club ou une section, d'avoir du lien social, de faire une activité sportive. Et si nous, sportifs de haut niveau, ou si les Jeux de Paris 2024 sont capables d'amener ça, je pense que ça sera déjà une belle victoire, même si on n'a pas une multitude de champions. On aura déjà fait un pas en avant en donnant l'envie de bouger, en donnant l'envie de faire du sport, d'aller rencontrer les gens. Et puis surtout, le sport, c'est respecter les règles de vie. Et ces règles de vie qu'on a dans un club et qu'on inculque dans un club, c'est ce qui nous sert aussi dans la vie de tous les jours. Le bonjour, le merci, les règles de politesse, les règles de dépassement de soi, d'engagement, de partage. Voilà, toutes ces choses qu'on apprend dans un club sportif, en général, on arrive à les retransmettre dans une vie sociale ou professionnelle autour, et c'est toutes ces valeurs du sport qui sont importantes. Merci, Père. Une belle leçon de courage pour les valides et comme pour les autres. Tu restes avec nous maintenant? Un petit peu aussi, j'ai un peu de rouge, je pars en stage aussi. D'accord, c'est pour ça que je te pose la question, parce que en année olympique, ma foi, c'est chaud, quoi. Je puis dire. Merci, Père. Merci beaucoup pour cette intervention brillante et émouvante. Donc, je pense que des leçons, il y en a à prendre tout le temps. Et aujourd'hui, c'était un bon moment de sport avec quelqu'un de très haut niveau. Donc, je remercie. Donc, il est maintenant temps de passer au travail. Donc, on va se séparer en groupes, en deux groupes, puisqu'il y aura deux tables rondes qui vont venir faire suite ce deuxième temps fort. Une première table ronde qui va s'organiser ici, dont le thème sera l'expérience. Vous m'excusez, j'ai oublié l'héritage à la maison. Olympique et l'héritage des Jeux pour les territoires des Landes, qui sera animé par Lionel Barberis et Lorraine Curie. Donc on va s'installer ici. Et la deuxième table ronde qui, elle, travaillera sur l'implication de la génération 2024 dans le projet olympique se fera de l'autre côté. Donc là, il y a un petit moment de pause, parce qu'il va y avoir un petit moment de logistique, le temps qu'on s'installe. Et puis après, on va passer au travail pour le deuxième temps fort de la journée.